J'avais l'impression de pas complètement pouvoir aider les fondateurs à éviter ça. Enfin, je ne pouvais pas aider à éviter ça parce qu'on ne pouvait pas éviter ça. Je ne pouvais pas aider les salariés plus qu'en étant là à écouter. De toute façon, plusieurs dizaines d'entre eux allaient devoir partir. Donc j'étais triste parce que j'avais l'impression d'être assez impuissante. Et pour autant, j'étais partie prenante de la décision et de la construction de la solution de ce PSE et des conditions avec lesquelles les salariés sont partis. Et donc, j'étais assez sereine sur le fait que ce soit ce qu'il y avait à faire. Dans cet épisode d'Instant RH, un road trip éclectique avec Claire Deguay, DRH chez Evaneos. On y parle des quotidiens d'une RH en usine, de l'importance de faire des breaks dans sa carrière, parfois, de la nécessité d'avoir la bougeotte, souvent, de communication non violente et de toutes ces expériences qui forgent et qui décuplent l'envie de diversité. Premier stop, Paris, le lieu de la découverte de Claire avec les ressources humaines alors qu'elle est fraîchement diplômée d'une école d'ingé. Elle atterrit en stage chez Danone, dans une équipe RH qui travaille sur les projets de développement durable. Et elle décide d'y rester. En fait, j'ai été très heureuse dans mon immersion RH pendant ces 6 mois parce qu'on était en open space et donc je côtoyais au quotidien l'ensemble des métiers RH au siège de Danone en France. Et donc, j'avais envie de creuser ce sillon-là. Et donc, j'ai eu la possibilité de partir en usine pour apprendre le métier RH sans avoir complètement encore choisi ou conscience que ce serait pour de bon. Et de fait, en usine, j'étais encore dans un milieu scientifique d'ingénieurs. Les jeunes que je recrutais en stage pour l'usine, c'était quasiment mes anciens camarades d'études. Et donc, j'avais cette compréhension-là du milieu technique ingénieur de l'usine, mais en découvrant le métier RH. Enfin, au bout de 2 ans de ce poste RH en usine, le directeur d'usine m'a proposé de passer en production et de devenir responsable d'équipe en production. Avec cette idée que les ingénieurs peuvent pas finir RH. Et donc, il y avait une possibilité que je revienne encore ingénieur, mais qu'après, ce serait foutu. Et puis, je pense que c'est là que j'ai vraiment choisi de dire, non, mais en fait, je suis vraiment heureuse dans ce métier, j'aime ce que je fais, donc j'ai envie de continuer mon parcours en RH. Justement, c'est ce que j'allais te demander, une RH avec une formation d'ingénieur, enfin une âme même d'ingénieur. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Tu sens que ça a été une grande aide ou au contraire, tu as été face à des difficultés? Dans mes 2 premiers postes, ça a été très aidant pour comprendre les métiers au service desquels j'étais, donc comprendre ce qui se passait en usine, dans un échangeur thermique ou dans des vannes, voilà. Et les ouvriers que je recrutais, qu'est-ce qu'ils allaient faire au quotidien. Et quand je parlais avec un chef d'équipe, je comprenais ce qui se passait. Et dans mon 2e poste, j'étais RH pour les systèmes d'information de Danone, donc c'était encore en contact avec des anciens camarades de promo, si je peux dire comme ça. Donc ça m'a d'abord servi à comprendre les métiers que je servais et du coup à pas tellement avoir d'efforts à faire sur le service rendu, mais enfin sur la manière d'exercer le métier RH plutôt que la fonction au service de laquelle j'étais. Et après, je crois que ça m'a permis, en développant des compétences plutôt humaines, de pouvoir m'appuyer aussi sur certaines compétences mathématiques. Enfin, une de nos responsabilités en RH, c'est aussi la masse salariale et c'est aussi les rémunérations. Et de pouvoir créer des politiques de rémunération, faire des simulations de masse salariale, c'est peut-être plus facile quand on a fait beaucoup de maths et des études d'ingénieur ou quand on n'en a pas fait du tout. Donc voilà, je me suis aussi appuyée quand même sur cette compétence-là et sur ce goût-là. Et là, chez Evaneos, je me suis amusée la semaine dernière à refaire des équations linéaires, affines et exponentielles pour notre futur plan de BSPCE, d'actionnariat salarié. Bon, voilà. Et je savais que c'était pas avec tous les RH de mon équipe que je pouvais m'amuser à faire ça et que peut-être d'autres à ma place auraient pas pu faire ça aussi. Un petit retour aux sources. Oui, c'est ça. De temps en temps. Et là, tu parles des aspects très positifs. Est-ce que tu as été aussi confrontée à des choses plus problématiques? J'avais un petit sentiment d'imposture au début, en me disant, mais je suis là en RH, mais j'ai rien appris du métier RH. Donc, est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je suis légitime? Donc ça a été, ce qui a été difficile, c'était le propre regard sur moi, finalement. Et c'est là que j'ai beaucoup découvert qu'on peut grandir en s'appuyant sur la confiance que d'autres nous font. Des DRH qui m'ont fait confiance. Puisqu'ils me faisaient confiance, je pouvais au moins m'appuyer sur leur confiance si moi, j'avais pas confiance. Et voilà, le métier s'apprend. Enfin, j'ai aussi réalisé que j'apprenais beaucoup par capillarité et en m'exerçant avec d'autres, en faisant avec d'autres, en voyant d'autres faire. Et je crois que je suis très redevable à Danone de ça parce que j'ai appris en voyant d'autres faire et les RH
grandes compétences, voilà, et puis d'autres qui m'ont moins plu. Et du coup, ça m'a permis de me dire, ça, j'ai envie de reproduire ça, puis ça, j'ai pas envie d'être ce genre de RH-là. Les pérégrinations pro de Claire l'ont ensuite menée à Villecontal-sur-Arros, un petit village du sud-ouest de la France. Là-bas, en plein cœur du Gers, on trouve une usine Danone dans laquelle la RH a élu domicile 2 années durant. Je m'en rends compte un peu a posteriori, mais j'aime vraiment bien débarquer dans des mondes où je connais rien et pouvoir faire des liens. En fait, il n'y a rien qui m'attriste plus que d'entendre des salariés d'usine se plaindre de salariés du siège et des salariés du siège se plaindre des salariés d'usine, ou des gens de grands groupes se dire qu'ils aimeraient bien être aussi agiles qu'une start-up, ou des gens de start-up se dire on aimerait bien être aussi gros que des grandes entreprises qui ont plus de moyens. En fait, de toujours se plaindre de pas être l'autre ou se plaindre de ce qu'est l'autre sans plus se connaître que ça m'attriste beaucoup. Et donc moi j'aime bien débarquer dans un milieu nouveau en apportant autre chose. Et donc j'ai été heureuse d'arriver du siège et de mon stage au siège en usine pour aussi essayer de démystifier un peu ce qu'est le siège et puis pour rendre plus proche ce qu'est le siège aux gens d'usine, et puis pour aider ceux du siège à comprendre ce qu'est la réalité d'usine, peut-être en parlant les mêmes mots, le même langage. Quand je suis arrivée en usine à Villecontal-sur-Arros, dans le Gers, j'avais toutes les tares de la terre pour les gars d'usine. J'avais l'âge à peu près d'être leur fille, donc j'étais pas crédible. J'arrivais du siège en ressources humaines, et en plus j'avais une voiture immatriculée 33, et pour des gars d'usine du Gers, c'était vraiment la plaie, les Bordelais qui envahissent leur forêt, qui piquent les champignons et qui envahissent les pistes de ski. Donc, mais finalement, c'est des gars avec qui j'ai aimé jouer la pala après les journées d'usine. Le milieu d'usine est un milieu beaucoup plus clos finalement que le milieu du siège, parce que on était 200 et finalement le bled autour fait pas beaucoup plus d'âme que 200 personnes. Donc en fait, on vit beaucoup avec ses collègues, on vit beaucoup dans le même univers, alors qu'au siège, quand on est à Paris, c'est beaucoup plus vaste, quoi. Est-ce qu'il y a un échange peut-être avec un salarié qui t'a marqué pendant ces années usine ? Je me souviens d'un chef d'équipe qui m'avait dit « Oh là là, le premier message que tu as envoyé, il y avait du rouge dans ton message, j'ai cru que tu étais méchante. » Et en fait, j'avais mis une deadline en rouge parce que c'était un sujet que je portais depuis le siège, et je savais bien qu'il n'avait pas beaucoup avancé. Je voulais vraiment qu'il rate pas la date. Mais à ce moment-là, je me suis aperçue de ce que renvoyait un message écrit par rapport à une discussion à l'oral. Et surtout, j'avais pas mesuré à ce moment-là. Et 2 ans après, il m'en reparlait en fait de mon premier mail avec du rouge dedans. Comme quoi ça marque peut-être les traumas de l'école. En tout cas, je vois une grande différence dans le fait d'avoir vécu ensemble et le fait d'aller vivre en usine et de me mettre en chaussures de sécurité avec les ouvriers et ouvrières, parce qu'il y en avait quand même quelques-unes sur place, et de partager le quotidien. C'est quand même beaucoup plus facile, quel que soit le projet après. Mais finalement, chez Evaneos aujourd'hui, on fonctionne très bien à distance, mais je crois qu'on fonctionne d'autant mieux qu'on vivait ensemble les uns avec les autres pendant des mois, des années avant. Donc je crois quand même qu'il n'y a pas grand-chose qui remplace le fait de se côtoyer au quotidien et de vivre ensemble la réalité du métier. Et en plus, en usine, le métier, il est tangible, on l'a sous les yeux, quoi, on l'a dans les mains. Repenser les organisations du travail, parce que quelle que soit l'entreprise, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille, on repense de manière un peu cyclique les organisations pour aller chercher les leviers d'efficacité d'un modèle d'organisation. Et puis quand on en a bien épuisé les leviers d'efficacité et qu'il y a des travers qui apparaissent, on rechange le modèle d'organisation. Donc je l'ai vu de manière assez cyclique, ça, dans ma vie RH. On a besoin de comprendre quelles sont les contraintes du métier, et les richesses du métier ou les spécificités du métier pour bien le faire. D'avoir été voir ce que c'était le travail de nuit en usine et quelle était leur réalité quand ils sont moins nombreux dans l'usine, pour mieux penser la restructuration de l'organisation, c'est quand même clé. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que tu es un peu tout-terrain. Comment est-ce que tu t'adaptes à ça ? Est-ce que tu dirais qu'il y a un vrai travail à faire sur soi-même quand on est nomade, ou qu'on a le goût justement du changement comme ça, ou que c'est vraiment intrinsèquement lié à ta personnalité ? En tout cas, merci Farah, j'aime bien l'expression tout-terrain. Je crois que ça vient assez de quand j'étais petite, en famille, on partait en camping-car à travers l'Europe, et j'adorais ne pas savoir où j'allais dormir le soir suivant. J'adorais me réveiller dans un nouveau lieu. J'adorais changer d'endroit. Donc, j'ai un côté nomade qui, je pense, s'ancre dans cette expérience de petite fille. Donc, j'aime bien encore prendre des cars couchettes, des trains couchettes.
moins je connais, plus ça me rend gourmande, plus ça me rend curieuse. J'ai besoin de cette nouveauté, j'ai besoin de cette ouverture. Voilà. Sinon, je sais pas, je m'ennuie. On pourrait imaginer que, je sais pas, c'est peut-être un petit peu un stéréotype de dire ça, mais que tu serais potentiellement resté moins longtemps chez Danone, justement parce que tu aurais, disons, la bougeotte, mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que c'est parce que c'est une expérience qui a été très singulière et où il y a eu beaucoup de changements en interne? Oui, c'est une question que je me suis pas mal posée parce qu'en fait, chez Danone, j'ai changé de poste tous les 2 ans. Et j'ai changé de filiale et d'environnement tous les 2 ans. Danone m'a permis une certaine stabilité, mais finalement, j'ai quand même changé. Et là, ça fait tout juste 4 ans que je suis chez Evaneos. Et donc, c'est tout nouveau pour moi de rester depuis 4 ans dans le même poste. Mais l'entreprise n'était pas du tout la même il y a 1 an qu'il y a 3 ans et n'est pas du tout la même aujourd'hui qu'il y a 1 an. Et par ailleurs, je développe aussi des activités de facilitation en intelligence collective en indépendante pour avoir de nouveau. Donc, j'aime bien tenir dans la durée parce que je vois les évolutions, mais j'ai besoin de nouveautés. Et donc, voilà, je commence à l'expérimenter un peu différemment pour pouvoir durer avec plaisir chez Evaneos. Il est temps maintenant de traverser la Méditerranée. On arrive à Alger. Nous sommes alors en 2012 et en périphérie de la capitale algérienne, Claire devient bénévole dans une asso. Elle accompagne les jeunes vers l'insertion professionnelle. Moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup reçu. Donc, comme j'ai beaucoup reçu, je peux beaucoup donner. Et puis, si je donne beaucoup, je vais recevoir beaucoup. Donc, voilà, je crois qu'il y a un intérêt mutuel à ça. Et j'étais partie en Algérie à un moment où c'était allé très vite chez Danone. Donc, j'avais besoin de ralentir un peu puisque j'avais fait 3 postes en 6 ans. Donc, c'était le moment aussi où le printemps arabe commençait à s'enflammer à l'est de la Méditerranée. Et donc, envie d'aller voir ce monde arabe de près et d'arrêter d'en entendre parler depuis la France sans comprendre ce que c'était. Et envie de le faire en mettant des compétences au service d'associations qui en auraient besoin. Il se trouve que c'est l'Algérie qui m'a été proposée sur des compétences assez proches du métier RH, puisque l'insertion professionnelle des jeunes nécessitait de connaître l'entreprise et de pouvoir les aider à identifier leurs projets professionnels. Et dans un système où il y a assez peu de stages ou d'opportunités pour les jeunes étudiants de découvrir l'entreprise. Et donc, l'association dans laquelle j'étais permettait ça aussi en créant des liens avec les entreprises installées à Alger. Moi, j'étais en charge du programme des jeunes diplômés qui avaient une licence ou un master d'une des universités du nord de l'Algérie. Et là, le programme était en français, même si tous ne parlaient pas bien français, pour les aider à progresser aussi en français, à définir leur projet professionnel, parce que c'était un des plus gros enjeux pour pouvoir aller se présenter en entretien, savoir ce qu'ils avaient envie de faire. La capacité à accueillir la diversité est décuplée, je crois, après une expérience comme ça. J'ai côtoyé beaucoup plus large dans la société en Algérie que ce que je côtoie comme milieu en France. Quand je suis revenue en France, je me suis dit que mon entourage était très homogène. Là où en Algérie, je côtoyais des jeunes qui étaient de familles extrêmement pauvres. Ils n'avaient pas les 10 dinars qu'il fallait pour payer le bus pour venir tous les jours, donc ils n'arrivaient pas à venir tous les jours à l'association. Et en même temps que ça, il y avait des patrons d'entreprises nationales qui finançaient l'association, ou la femme de l'ambassadeur de Belgique, ou des enseignants de l'université d'Alger. Enfin, c'était beaucoup plus large. Donc, il y avait et la différence culturelle France-Algérie et le spectre social qui était décuplé. Donc, je crois que ça a continué à nourrir mon ouverture. Et tu sens que tu as réussi à un peu insuffler de la diversité dans les politiques un peu d'entreprise. En tout cas, chez Evaneos, j'espère que j'ai réussi à la préserver. Ils m'ont pas attendu pour qu'elle soit là, cette diversité, mais je peux donner un exemple de pratique. Quand je suis arrivée chez Evaneos, donc en 2017, on était 115 et ils avaient doublé de taille tous les ans depuis 4 ans. La boîte avait 8 ans, mais les 3-4 dernières années avaient été extrêmement rapides. Ils étaient passés de 15 à 30, 30 à 60, 60 à 120 en 1 an à chaque fois. Et donc, évidemment, des gros enjeux de recrutement, comme à peu près toutes les scale-up de la place de Paris et même plus largement. Et aucun RH dédié au recrutement chez Evaneos. Et dans ma fiche de poste, c'était une des responsabilités, le recrutement. Et je me suis aperçue en arrivant qu'en fait, ça tournait avec l'équipe RH qui mettait à disposition la plateforme de recrutement, le back-office, qui venait en appui à la décision quand nécessaire, qui faisait un petit peu de présélection de temps en temps. Mais c'était en fait tous les team leaders qui recrutaient dans leur équipe. Donc, il y avait presque 60 recruteurs qui avaient recruté chacun une personne plutôt qu'un RH qui avait recruté 60 personnes. Et au début, je me disais, mais en fait, si c'est ma responsabilité, je peux pas laisser faire le recrutement par 60 personnes. C'est pas du tout homogène, c'est peut-être pas très efficace.
finalement, c'est vraiment plus riche. En fait, jamais en étant un ou deux RH, on aurait recruté une telle diversité de nouveaux évanéosiens qu'en étant par capillarité un peu plus divers que soi. Et avec des gros enjeux dans l'interculturel chez Evaneos, une entreprise qui, servant des voyageurs et des agents à travers le monde entier, se veut et est internationale aussi dans les salariés basés en France. Et donc, j'aurais eu des biais culturels incroyables et j'aurais peut-être pas réussi à recruter les mêmes internationaux que ce que mes collègues ont réussi à faire. Donc, et j'étais très heureuse de trouver ça et de suffisamment le sentir pour l'encourager et pas le casser en arrivant avec mes habitudes de RH recruteur, quoi. Partir pour mieux revenir. L'heure a sonné d'un retour en France et Claire rejoint les rangs de Danone. Mais j'avais envie d'autre chose en ayant tout à fait conscience, en choisissant de revenir chez Danone. Donc j'ai pris un congé sabbatique, là où d'autres qui partent comme moi faire du volontariat démissionnent. Voilà, je savais que je partais pour mieux revenir, donc c'était faire un break, un pas de côté, aller voir d'autres types de relations interpersonnelles, une autre culture, parce que finalement j'avais fait mes stages à l'étranger, mais chez Danone je n'avais travaillé qu'en France. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression que en RH, il y a une partie qui est liée au droit du travail et que c'était quand même un métier très localisé. J'avais pas envie d'attendre qu'il y ait une proposition à l'international chez Danone en RH pour aller voir ailleurs. Quand j'ai quitté Danone, j'étais davantage fatiguée, je pense, que quand je suis partie en congé sabbatique. Tu peux nous parler de ce qui s'est passé à ce moment-là ? Oui, un enchaînement aussi de 2 postes quand je suis revenue d'Algérie. Et le dernier poste chez Danone, j'étais la DRH de la filiale des eaux en France, de la filiale de distribution des eaux en France, donc Danone Eau France qui distribue Evian, Volvic, Badois, Salvetat. Un poste que j'avais pris assez rapidement sans l'avoir vu venir, parce qu'il s'était libéré, et donc beaucoup plus de responsabilités et donc plus d'impact potentiel. Ça me plaisait vraiment, cette dimension-là, mais je trouvais aussi beaucoup plus de contraintes. J'ai un peu l'image de la pyramide où quand on monte, finalement, on a un halo qui permet plus d'impact, on impacte sur plus large, mais du coup, on est plus resserré dans son petit cercle et dans son jus de gens avec plus de responsabilités. Voilà. Et en fait, j'ai quand même un grand besoin de liberté. Et donc, je trouvais que les efforts mis à assumer ce niveau de hiérarchie par rapport à l'impact que ça portait dans une organisation qui valorise vraiment beaucoup le métier RH et qui est aussi assez pyramidale par rapport à ce que j'ai pu trouver après ou ce que j'avais envie de chercher à ce moment-là. Ça me fatiguait. Et comme je suis vraiment, je le redis, très, très reconnaissante de tout ce que j'ai appris chez Danone dans mon métier, j'avais envie de partir tant que ça allait bien et tant que j'étais contente et de ne pas avoir de frustration. Mais épanouissement au travail et politique, c'est incompatible selon toi ? Non, parce que en tout cas, moi, j'ai mesuré qu'on a tous des degrés divers de résistance à ça. En tout cas, pour moi, ce poste-là de DRH d'une des filiales en France était très intéressant parce que du coup, j'étais en échange avec les autres DRH des autres filiales en France, qui étaient des filiales beaucoup plus grosses et donc des hommes et des femmes beaucoup plus expérimentés que moi. Et je voyais bien que chacun trouvait son réglage et puis certains sont partis de Danone bien après moi, certains sont partis avant moi, certains sont pas partis et qu'en fait, chacun trouve quel est le bon espace entre ce qu'il peut accepter de politique et de jeu et d'épanouissement. Voilà. Et moi, je suis arrivée à ce moment-là, cette taille-là de filiale, ce niveau d'enjeu et business, et RH, et politique à porter. Et c'était le bon palier pour moi, je crois, mais d'autres vont beaucoup plus loin. Claire a ensuite raconté quelles étaient les aspérités dans l'exercice des RH entre un grand groupe, son expérience passée donc, et une start-up, son poste actuel chez Evaneos. Alors, c'était nouveau, ça c'est sûr, et c'était différent aussi. En tout cas, ce que j'ai trouvé de très différent, c'est la capacité à tester et se tromper. On teste à beaucoup plus petite échelle dans une entreprise de 100 personnes que même dans une filiale de 100 personnes parmi 100 000 personnes. Et donc, il y a beaucoup plus de place dans une start-up que dans un grand groupe, je trouve, pour le droit à l'erreur et le test and learn. Et moi, ça a correspondu au moment où, en plus, je le disais tout à l'heure, mais je me formais à l'intelligence collective, à la facilitation en parallèle. Et donc, je voyais bien que ce que j'avais découvert en formation, je pouvais immédiatement le tester ou proposer d'en faire quelque chose chez Evaneos.
Là où chez Danone, ça aurait pris beaucoup plus de temps que je puisse porter des nouveaux modèles, des nouvelles idées. On a ensuite parlé des différences dans le contact humain au sein de ces deux structures. Après, il y a une relation beaucoup plus spontanée. L'accueil chez Evaneos passe notamment par un welcome mail. Le team leader de la personne qui arrive envoie un mail à l'ensemble de l'entreprise en disant un tel arrive la semaine prochaine, voilà d'où il vient, voilà ce qu'on va lui confier comme mission. Merci de vous joindre à moi pour un warm welcome. Et hop, ça arrive dans toutes les langues dans la boîte mail de la personne qui arrive. Donc, j'avais des mails dans tous les sens. Puis quand je le raconte, je me rappelle qu'en plus, les premiers moments où j'ai rencontré les Evaneosiens, c'était un séminaire d'entreprise. Un mois avant mon jour d'intégration chez Evaneos, il y avait le séminaire annuel de l'entreprise. Et du coup, très gentiment, Eric et Yvan, les fondateurs, m'avaient invité à rejoindre le séminaire qui se passait à Budapest. Et donc, j'ai découvert les Evaneosiens dans les thermes de Budapest, en maillot de bain, en vélo, voilà. Et je disais que j'étais la prochaine RH qui arrivait. Mais c'est assez détendant finalement de rencontrer les salariés comme ça directement en soirée ou en activité culturelle ou physique avec eux. Ça créait quelque chose qui était déjà différent par rapport à mon univers Danone. Quand tu parles de salariés qui viennent de plusieurs pays, qui parlent plusieurs langues, est-ce que dans la pratique des ressources humaines, ça apporte des problématiques, qu'elles soient enrichissantes ou plus complexes au quotidien ? D'abord de la richesse et là, ce qui est un peu triste dans nos journées de télétravail, c'est qu'on entend beaucoup moins parler toutes les langues que quand on était tous au bureau, parce qu'on a beau avoir des meetings en français ou en anglais, en fait, je n'entends que du français ou de l'anglais. Là où quand j'étais au bureau, j'entendais du néerlandais, de l'italien, de l'allemand, de l'espagnol, parfois du norvégien selon les moments, ou de l'indonésien, ou bref. Donc il y a cette richesse-là qui donne un goût de voyage. Et après, dans la pratique RH, c'est assez intéressant parce qu'on peut vite se faire piéger, souvent au recrutement, ou à l'intégration de nouveaux collaborateurs. Côté RH, on sent assez vite ceux qui vont être pénibles ou ceux avec qui ça va être facile. On sait dès la signature du contrat qui va être plus demanding, plus exigeant ou plus. Et ça passe par quoi justement ce fait de remarquer ça ? En fait, ça passe par le type de questions ou la quantité de questions à l'onboarding, mais justement, c'est complètement contrebalancé par des aspects interculturels où j'ai complètement mal lu dans les premières fois la quantité de questions des Allemands notamment. Donc après, ça peut paraître des clichés, mais en fait, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre que leur quantité de questions était très différente de la même quantité de questions chez les Français. Et chez un Allemand, plus il va poser de questions à l'embauche, plus il va être engagé après. Et moins on aura de questions, de soucis, de choses qui reviendront pas très claires ou un peu bizarres après coup. Là où le Français qui pose beaucoup de questions, il va continuer à tout le temps en poser pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc, j'ai été assez surprise. Et la subtilité de la langue dans les échanges c'est une problématique linguistique qui est plus large que dans le métier RH, mais tu la ressens au quotidien ? Pas au quotidien, mais c'est vrai qu'il y a quelques sujets sur lesquels je perds en subtilité en anglais et sur de l'accompagnement un peu fin RH. Parfois, ça demande de prendre plus de temps pour être sûr de s'être bien compris dans les deux sens, que moi j'ai bien perçu ce qu'ils sont en train de me dire et que moi je me suis bien fait comprendre. Ça nous vaut aussi de faire appel à des formateurs francophones ou anglophones. On a beaucoup donné de formation en communication non violente chez Evaneos. C'est vraiment un des socles de notre culture, de notre fonctionnement, de la manière dont on a envie de se développer, de se mettre en relation les uns avec les autres, de travailler ensemble. Et donc, on a formé à la CNV en français ou en anglais, parce que c'est des choses assez personnelles quand on vient chercher les émotions, les besoins, les ressentis de chacun. Et donc, côté RH, on a pris à bras-le-corps le fait de former largement. Avant la crise, 50% des Evaneosiens avaient suivi 2 fois 2 jours de formation à la communication non violente. Et ils étaient 8 ou 9 à avoir suivi 8 jours en plus pour être des références CNV. Tu constates vraiment un avant et un après ? Je peux dire qu'après l'année de crise qu'on traverse encore dans le tourisme, ça a été indispensable comme ferment du collectif. Parce qu'on a été quand même bien malmenés. Et il y avait une qualité d'empathie les uns pour les autres dans cette phase-là, des salariés pour les dirigeants qui ont des décisions pas faciles à prendre et des dirigeants pour les salariés
qui traversent des situations difficiles, qui est incomparable à ce que j'ai pu connaître ou entendre d'amis qui sont ailleurs. Donc, je ne sais pas s'il y a eu un avant, un après, mais je sais que ce que ça a construit petit à petit dans l'entreprise est super clé aujourd'hui et a été super clé cette année. Dans les moments les plus difficiles de l'année 2020, il y a eu l'annonce chez Evaneos d'un plan social qui était vraiment le dernier rempart de ce qu'on avait envie de faire ou de ce qu'on était prêt à accepter de faire, parce il y avait eu d'abord du chômage partiel très massif, et puis il y avait eu des départs volontaires, et arriver à des départs contraints, c'était vraiment la dernière chose qu'on voulait faire. Quand je dis on, c'est à la fois au comité de direction, à la fois avec le CSE, les représentants du personnel. En tout cas, c'était vraiment le dernier rempart pour Eric et Yvan aussi, nos fondateurs. Et quand on a annoncé ce plan social, qu'en plus on a annoncé en visio parce qu'on était confinés tous à distance, en fait, il y a eu une quantité de cœurs, de likes et de messages de soutien envoyés dans la zone de chat qui était incroyable, étant donné l'annonce qu'on était en train de faire. Donc, il y avait une émotion de ceux qui prenaient la parole comme de ceux qui recevaient la nouvelle qui était juste dingue. Après cette annonce-là, on avait organisé des meetings par communauté métier pour que les salariés puissent se retrouver en plus petits groupes pour pouvoir en parler, pour pouvoir dire ce qu'ils avaient sur le cœur ou lâcher ce qu'ils avaient qui bouillait à l'intérieur. Moi, j'ai participé, les autres RH de mon équipe ont participé à différents meetings de communauté. Et la qualité d'écoute de chacun pour chacun et la qualité de parole, la capacité de chacun à mettre des mots sur ce qu'il était en train de vivre, aurait jamais été la même si on n'avait pas eu ces formations CNV les 2 années qui s'étaient écoulées avant. Et ça a été, je crois, très précieux de pouvoir autant se parler et autant s'écouter dans ces périodes-là. Et de ton côté, d'un point de vue du ressenti, comment ça se passe quand tu annonces un plan social Comment est-ce que tu l'as vécu cet épisode-là ? Moi, j'étais super triste. J'étais super triste parce que j'avais l'impression de pas complètement pouvoir aider les fondateurs à éviter ça. Enfin, je ne pouvais pas aider à éviter ça parce qu'on ne pouvait pas éviter ça. Je ne pouvais pas aider les salariés plus qu'en étant là à écouter. De toute façon, plusieurs dizaines d'entre eux allaient devoir partir. Donc, j'étais triste parce que j'avais l'impression d'être assez impuissante. Et pour autant, j'étais partie prenante de la décision et de la construction de la solution de ce PSE et des conditions avec lesquelles les salariés sont partis. Et donc, j'étais assez sereine sur le fait que ce soit ce qu'il y avait à faire et que c'était aussi la condition de la pérennité de l'entreprise, de la pérennité de cette aventure. Et ça, c'était à l'automne, tu nous l'as dit. Et depuis, est-ce qu'il y a eu d'autres moments un peu clés ? Comment est-ce que ça se passe pour vous ? On est prêt. On est prêt pour l'été, pour réussir l'été. On a encore bien des choses à transformer et ça nous a aussi permis de voir ce qui dans nos travers de fonctionnement, enfin si je le dis d'un point de vue RH, n'était pas lié à l'hypercroissance qu'on avait avant, mais lié à qui on est, à notre culture et un peu au revers de la médaille de notre culture. Et donc, qu'on soit 100, 150, 200, j'espère beaucoup plus nombreux d'ici quelques années. En fait, il y a des choses qu'il faut qu'on tacle maintenant parce que on a vu, si on regarde les 2 dernières années, phase de croissance ou phase d'arrêt, les mêmes travers. Dans nos valeurs, on a la curiosité. Et donc, il y a une grande ouverture de chacun et un grand appétit pour aller connecter avec d'autres, connecter à d'autres sujets, ouvrir des sujets. Voilà. Et ça, c'est un vrai revers chez nous, qui est une espèce de dispersion où tout peut être intéressant, ça part dans tous les sens. Et en fait, on est beaucoup moins nombreux, on n'a pas vraiment les moyens de se disperser comme ça. Et donc, comment la curiosité, oui, c'est de l'ouverture, mais c'est pas de la dispersion. Et on est en train d'identifier pour continuer à renforcer ce que sont nos piliers, ce qui nous rend fiers et ce qui nous rend forts dans nos valeurs, et puis aller tacler les failles, les dérives qui vont avec. Et ça, je ne sais pas si c'est un bénéfice de la crise, mais en tout cas, ça nous met le nez dedans, pour ne pas le dire autrement. Merci à Claire pour ce presque tour du monde. On pense là à toute l'équipe internationale d'Evaneos. Merci pour ce changement d'horizon et pour ce bol d'air. Et justement, en parlant d'air frais, on serait curieux de savoir qui vous souhaiteriez entendre dans les épisodes à venir. Pour ce faire, n'hésitez pas à nous écrire sur LinkedIn ou Apple Podcasts, Instagram et tutti quanti.
On a hâte de vous lire. À bientôt.